défini le vieillissement, on a indiqué que le vieillissement, c'est l'effet du temps, mais on a indiqué que l'âge, l'expression numérique du temps, l'âge n'était pas un critère suffisant pour caractériser, pour qualifier la qualité du vieillissement et la qualité. Donc, quels sont les autres critères qu'on va employer? Et ces autres critères, selon leur valeur, selon leur nature, à quel type de vieillissement ils vont correspondre. Alors, on distingue généralement une première forme de vieillissement qui est le vieillissement normal. Le mot normal, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que quand vous avez un âge donné, d'accord, quand vous avez un âge donné, vous appartenez à un groupe de personnes qui ont le même âge. Alors vous ne les connaissez pas tous, hein. Si vous avez 30 ans, ça veut dire que vous appartenez au groupe des 30 ans en France et dans le monde. Vous ne les connaissez pas tous. Mais en tout cas, ce sont vos repères, on peut dire ce sont vos repères. Donc un vieillissement normal, ça veut dire votre évolution au cours du temps. Voilà, il y a des gains, il y a des pertes qui peuvent se produire. À un moment donné, on peut avoir des pertes au niveau visuel, ce qui nécessite d'avoir des lunettes. Est-ce que pour autant c'est pathologique? Ben non, pas forcément. Puisque par rapport au groupe d'âge qui est le nôtre, ça peut être une modification parfaitement normale. Donc le vieillissement normal, c'est l'effet du temps, l'évolution d'un individu sous l'effet du temps, sans pathologie mentale ou biologique. Ça signifie que, oui, au cours du temps, on peut avoir plein de causes. C'est l'effet du temps. C'est pas forcément une pathologie en soi, enfin, quelque chose qui fait que vous êtes différent des autres personnes qui ont votre âge. Et ce vieillissement normal est la forme la plus fréquente. Une deuxième forme, c'est le vieillissement optimal. Alors, le vieillissement optimal, c'est une forme de vieillissement qu'une personne peut avoir en tête. Hein. Et dans ce cas-là, la personne considère que, au cours du temps, elle va continuellement progresser, continuellement se développer. En gros, tout va bien dans le mur du monde. Et je vais continuellement pouvoir améliorer mes performances, améliorer mes capacités. Et vous vous en doutez, le monde n'est pas idéal. Donc cette forme idéale de vieillissement n'existe pas dans la réalité. Elle peut exister éventuellement dans la tête de certaines personnes. Certaines personnes peuvent courir après un idéal qui serait l'augmentation continue de la performance ou le maintien de la performance coûte que coûte. Et dans ce cas-là, le temps, lui, va faire son effet. Et le corps, le psychisme, va évoluer sous l'effet du temps, indépendamment de la volonté de la personne. Donc cette forme de vieillissement est parfaitement idéale, et si un individu a cette forme de vieillissement, cette représentation de son vieillissement qui est de cette nature-là, ça peut être problématique, puisqu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'il veut être, ce qu'il aspire à être, et ce que la nature lui donne, à savoir son corps, l'évolution de son corps et de son psychisme au cours de la vie. Une troisième forme de vieillissement, c'est le vieillissement pathologique. Donc cette troisième forme se distingue de la première dans le sens où, et c'est là où la clinique gérontologique est subtile et complexe, puisque une personne qui vieillit, une personne qui va avoir un certain âge, c'est une personne par exemple qui va avoir des petites modifications de mémoire, qui va avoir un peu plus de difficultés à se concentrer, qui va avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire la même chose qu'avant. Ça, c'est normal. Sous l'effet du temps, il y a ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur. Le souci, c'est que ce ralentissement psychomoteur peut être également comportemental, peut être également l'indicateur d'un processus pathologique. Sous l'effet de certaines maladies liées à l'âge, il peut y avoir une accentuation de ce ralentissement. Donc la question qu'on va se poser, c'est à partir de quel niveau ce ralentissement va être le signe d'un vieillissement pathologique. Donc le vieillissement pathologique, c'est un vieillissement normal, mais qui va être complexifié, qui va être modifié par la présence, s'il vient de voir, d'une maladie. Et une maladie, ça se définit par quoi? On pourra en discuter, de ce modèle de la maladie, de ce modèle, on va dire, scientifique et positif de la maladie. Pas positif au sens négatif, au sens philosophique du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que considérer qu'une personne âgée
présente des signes traduisant un processus pathologique, indiquant un vieillissement pathologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, au niveau clinique, c'est-à-dire au niveau de la description des comportements, de la façon dont la personne parle, il faut pouvoir identifier un syndrome clinique. Par exemple, on parle beaucoup de démence, de maladie d'Alzheimer, enfin ce type de choses, on en parle beaucoup. Si on parle de démence, la démence, c'est un syndrome clinique précis, particulier, qui est présent dans les classifications internationales, en l'occurrence dans les manuels diagnostiques. Donc il faut, pour pouvoir considérer qu'il y a un vieillissement pathologique aussi à la démence, il faut que la personne présente un ensemble de signes, un ensemble de comportements qui correspondent aux critères diagnostiques. Et il faut qu'il y ait plusieurs signes. Donc il y a plusieurs signes, dit syndrome. Un syndrome, c'est plusieurs signes. Donc il faut qu'il y ait la présence d'un ensemble de signes correspondant à un syndrome identifié et reconnu. Et il faut également qu'il y ait une étiologie, ça veut dire une cause. Donc, par exemple, les personnes qui se demandent j'ai tendance à systématiquement oublier mes clés alors qu'avant je ne les oubliais pas, ou je les ai mises, j'ai l'impression que j'arrive un peu moins à me concentrer qu'auparavant. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet d'âge ou est-ce que c'est l'effet d'une maladie? Donc là, on va les consulter. Et dans ce cas-là, on va rechercher un syndrome clinique. Par exemple, les psychologues, les neuropsychologues vont faire un ensemble de tests pour savoir si il y a un maintien ou non de certaines compétences cognitives, par exemple la mémoire. Et on va rechercher l'étiologie, c'est-à-dire est-ce que dans votre cerveau, on va pouvoir trouver des éléments qui indiqueraient la présence de lésions explicatives du syndrome clinique. Donc pour parler de vieillissement pathologique, il faut avoir une véritable démarche diagnostique nous permettant de répondre à ces différentes questions. 1. Est-ce qu'il y a un tableau clinique avéré? Et 2. Est-ce qu'on peut identifier une cause ou des causes? Et enfin, le vieillissement réussi. Le vieillissement réussi, qui est également mettre en lien avec le vieillissement normal. Le vieillissement réussi, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire d'accepter qu'entre la naissance et la mort, il y a des changements qui se produisent. Ces changements, ça peut être plus performant au cours de la vie, acquérir de nouvelles connaissances, être conquérant, vouloir progresser dans la vie professionnelle, et puis c'est aussi accepter qu'à un moment donné dans notre existence, pendant 40, pendant 30, 40 ans, on a une certaine place dans la société, et par le passage à la retraite, on va avoir notre place. Laquelle? Et quelle place on peut trouver pour malgré tout continuer à avoir le sentiment de servir à quelque chose et qu'on peut toujours s'épanouir dans sa vie. Donc ça veut dire que le vieillissement réussi, c'est ces stratégies qu'on met en place tout au long de sa vie pour faire en sorte que les conséquences de l'augmentation de l'âge, on puisse les gérer en minimisant les troubles physiques, psychologiques et sociaux. J'ai pris l'exemple de la retraite. J'ai fait quelques temps de la formation auprès des personnes qui allaient à la retraite. Et la retraite était une conséquence de l'augmentation de l'âge. On vient par la retraite. Les personnes qui n'arrivent pas à le pourcentage est très faible, et les personnes qui n'arrivent pas à gérer efficacement la retraite sont des personnes qui sont à risque de manifestations dépressives, anxieuses, voire de suicide. Donc ça signifie que le vieillissement réussi dans ce cadre-là, ça signifie ce passage à la retraite, ça veut dire que je bascule dans une autre phase de l'existence. J'ai d'autres cartes en main, je n'ai plus les mêmes. Qu'est-ce que je peux faire avec ces nouvelles cartes pour continuer à vivre, à trouver du plaisir? Donc, le vieillissement réussi, c'est gérer les conséquences de l'âge en minimisant les conséquences psychologiques, physiologiques et sociales de ce vieillissement et de l'âge. Je ne vais pas trop vite? Vous me suivez? Je ne suis pas trop technique? Ok. Parce que les universitaires ont la fâcheuse tendance parfois à avoir un emballage technique. Donc, je vais prévenir guérir. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, on a vu que l'importance de favoriser un vieillissement réussi, d'accord? Donc, comment on va évaluer le niveau de réussite du vieillissement et surtout comment on peut le promouvoir?
Donc si l'âge ne suffit pas, quels sont les autres critères? Donc ça signifie qu'en gros, juger de la qualité du vieillissement, ça veut dire une approche multicritère. Il faut étudier plusieurs éléments pour juger de la qualité du vieillissement. Alors je ne vous ai pas tous listés, mais si on voulez voir les principaux critères, on a d'une part la durée de la vie. On a également des éléments de santé, faire en sorte qu'on vieillisse avec une meilleure santé physique, mais aussi une meilleure santé psychologique le plus longtemps possible. C'est également l'efficience cognitive. À titre d'exemple, pouvoir continuer à vivre de manière autonome et indépendante, ça peut parfois nécessiter de continuer à conduire. La conduite est personnellement essentielle. Or, pour conduire, et on ne se rend pas compte, parce que quand on conduit depuis des années, c'est tellement automatique qu'on a une impression d'aisance. Mais la conduite, en fait, c'est extrêmement complexe. La conduite, ça implique à chaque instant de traiter de nouvelles informations, de prendre des décisions, de sélectionner ce qui est pertinent, pas pertinent, quand vous voyez un panneau que l'information est importante, que celle qui ne l'est pas. Donc, toute cette gestion de la conduite implique de multiples ressources cognitives qui peuvent être modifiées par l'âge. Donc cette efficience cognitive va être un déterminant important de la qualité du vieillissement. Autre élément, la compétence et la productivité sociale. On a parlé de la retraite, et bien souvent, lorsqu'on parle de la retraite, on peut faire de manière relativement stéréotypée une séparation entre d'un côté une vie active, le travail, et une vie inactive, la retraite. Il y a des personnes qui sont à la retraite ou qui vont y aller, ils sont. Parce que c'est pas du tout leur projet. Et c'est normal, et c'est à espérer qu'ils ne voient pas les choses comme ça. La retraite, ça veut dire une vie inactive, ça veut dire une autre vie active, d'autres activités. Lorsqu'on évoque l'imminence de la retraite, on parle de plan de vie. Il faut que les personnes puissent élaborer des plans de vie afin de savoir ce qu'ils vont faire après la retraite. Et parmi ce faire, il y a quelle place je vais avoir dans la société. Durant mon activité professionnelle, j'ai eu l'impression que je servais à quelque chose. Maintenant, la retraite, à quoi je vais pouvoir servir? Et là, de multiples personnes vont ressentir ce besoin de manière plus ou moins importante. Et tout le monde a trouvé des solutions différentes, entre ceux qui vont s'inscrire dans des activités associatives, ou d'autres qui vont considérer que finalement le travail c'est pas mal, et que si la société d'avant ne voulait plus